candidature a beaucoup de chance. Ont réglé de manière satisfaisante par la Constitution. Le cas actuellement du Rwanda, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des autres. Presque toutes sont des femmes et enfants qui crient sans être entendus. Chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. L'émission, c'est La politique d'avant, une ancienne émission de la chaîne Mukulu Télévision. À la présentation, je suis là, vous me voyez. Je vais me présenter, Floribert Kabenyela. Je suis servi de l'autre côté par Kabeya, je plisse. Je reçois encore pour la deuxième fois Maître Mayombo. J'aime bien qu'il se présente lui-même. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content de vous recevoir encore sur la chaîne de Mukulu Télévision. Pour ceux-là qui vous voient peut-être pour la première fois, vous pouvez encore vous présenter. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis Maître Kasongo Mayombo. Je suis avocat international, expert en droit pénal international, membre de l'ICCBA, membre de l'African Bar. Ok. Et je suis au mécanisme pénal international, c'est une cour internationale aussi, qui est aussi la cour pour les crimes internationaux. Donc il y a l'autre cour que j'appartiens, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, African Cour. Et il y a aussi la Cour pénale internationale, là où je suis expert et représentant des victimes. Donc je suis à ce titre ici. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous les téléspectateurs de Mukulu TV qui ont eu l'amabilité ou qui ont aujourd'hui l'amabilité de nous écouter et de prêter oreille à ce que nous comptons développer dans cette émission. Merci beaucoup, Maître, surtout pour votre disponibilité une fois de plus. Nous allons analyser ensemble avec Maître Mayombo aujourd'hui sur l'agression rwandaise et on va continuer à faire l'analyse sur les gouvernements Sam 2. Mais avant toute chose, j'ai toujours commencé avec les biscuits de l'émission et ça fait du bien. Une petite information, le bourgmestre de la commune de Kalamu, M. Luboya, Papa Luboya, a été arrêté, torturé dans sa commune. Nous, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec ce bourgmestre en fonction? C'est un sujet à suivre. Sinon, des vidéos circulent qu'un bourgmestre dans sa propre commune, arrêté, torturé par les agents des services de renseignement. Nous ne connaissons pas ce qui se passe juste avec ce bourgmestre-là. C'est juste une information. Et deuxièmement, Maître, j'ai lu ce matin qu'il y a un mandat d'arrêt contre le président russe, Vladimir Poutine. Vous avez déjà aussi appris ça? Tout à fait, c'est un mandat d'arrêt lancé par le procureur de la Cour pénale internationale, qu'on peut brièvement appeler le procureur de la CPI, Karim Khan. Okay. Ce mandat est lancé contre le président russe, qui pose problème. Parce que la Russie. C'est le mandat qui pose problème? Non. Le président. L'impact de ce mandat, ou l'effectivité de ce mandat pose problème. Le mandat lui-même ne pose pas problème. Okay. Mais la lecture de cette poursuite pousse à se poser quelques questions. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça doit vous intéresser peut-être. Okay. Alors je voudrais préciser que le mandat d'arrêt est lancé par un procureur de la Cour pénale internationale en conformité d'une décision de la Chambre qu'on appelle la décision de la Chambre de première instance qui valide le mandat. Donc, si le mandat doit être émis, c'est parce que tout simplement le procureur estime qu'il y a des raisons de croire que l'élément ou la personne poursuivie
aura ou a commis, avait ou a commis ces crimes-là. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des soupçons lourds qui pèsent, qui font qu'on peut lancer un mandat d'arrêt par le procureur de la Cour pénale internationale. Mais là encore, ce n'est pas tout. Il va falloir mettre la main sur la personne sujet de ce mandat, l'objet de ce mandat, ensuite l'arrêter et le transférer à la Cour pénale internationale. Et là, c'est un schéma très long et peut-être... Ce qui n'est pas aussi difficile, et qui n'est pas aussi facile. Ce qui n'est pas aussi facile, c'est un schéma qui peut-être sera long, parce que le passé nous a appris que les anciens présidents ou les anciens suspects qui ont été poursuivis par le biais des mandats d'arrêt du procureur de la Cour pénale internationale peuvent toujours courir sans qu'ils soient arrêtés et transférés à la Haye. Ok, vous avez suivi cette analyse. Merci maître pour cette précision. Nous avons des points que nous allons traiter. Premièrement, l'agression rwandaise. Maître, je sais bien que vous êtes avocat international. Je voulais juste savoir que vous exprimez quand même bien devant nos téléspectateurs comment on a commencé. Qu'est-ce qui est à la base de cette agression rwandaise? Au départ, d'abord, c'est quoi? Il ne faut jamais se poser la question de savoir qu'est-ce qui pousse un criminel de commettre son crime. Mais peut-être, c'est une question qui se posera lorsque le criminel sera arrêté. Lui seul dira ses motivations ou le mobile de son acte ou de ses actes. Okay. Mais apparemment, c'est la prédation. Apparemment, c'est les richesses ou la course aux matières premières qui régorge cette zone de la RDC, de l'Est de la RDC. C'est plutôt un crime économique. C'est plutôt un crime de l'économie ou des matières premières de sang. Il y a du sang qui coule partout là-bas. Mais là encore, il va falloir s'interroger sur pourquoi il n'est pas poursuivi. Pourquoi il court et il continue à commettre ces crimes et comment faire? C'est un peu ça les bonnes questions qu'on doit se poser pour trouver les pistes du travail. Okay. Mais encore une fois, il s'avère aujourd'hui que lui-même, le président rwandais, reconnaît, c'est de lui qu'il s'agit. Reconnaît l'agression du peuple de la RDC à l'est de la RDC. Il le reconnaît. Mais au niveau interne, en République, nous, je parle de la RDC, notre pays, qu'est-ce que le gouvernement n'a pas encore fait, qu'il pouvait faire pour mettre fin à cette guerre? Oui, ça c'est l'aspect de la politique pénale interne. Le gouvernement a pour mission de protéger les biens, la population et ses biens ou leurs biens, ou les biens de la population. C'est-à-dire sécuriser les personnes et leurs biens. De ce coin-là, il n'y a aucune sécurité, il n'y a pas de protection des biens, en commençant même par le bien public, qui sont les matières premières, qui sont l'objet de prédation de la part du Rwanda et de son président. Le gouvernement n'a pas lancé des poursuites. Le gouvernement a lancé la guerre ou a lancé la défense par le biais des attaques armées, par le biais de l'intervention de son armée. D'accord, mais le gouvernement n'a pas lancé des poursuites contre M. Kagame. On n'en a pas vu encore. Aucune action publique, pénale, n'est engagée contre M. Kagame. Ce qui pourra être possible, si on le veut. Si on le veut. Et là, encore une fois, lorsque le crime est commis en termes de crime d'agression, il y a une possibilité de poursuivre le suspect ou le criminel. Aujourd'hui, il l'avoue lui-même, par lui-même. On prend cette petite période de la résurgence du M23, sans compter le rapport mapping, les crimes commis dans le temps. Mais ne fût-ce que cette petite période, il aurait fallu lancer ou générer ou activer une action pénale congolaise.
Maître, vous parlez des poursuites. Si vous allez achever un peu avec les idées, vous avez parlé des rapports mapping. Est-ce que vous pouvez nous dire au juste qu'est-ce qui était dans ces rapports-là? Dans ces rapports-là, c'était encore les crimes de sang et les auteurs, les suspects de ces crimes, les éventuels suspects, qui, dans ce passé-là, dans ce rapport-là, ne disaient aucun mot. On disait toujours que nous ne sommes pas les auteurs. Ils ne se manifestaient pas. Mais ce rapport mûrit dans le placard aujourd'hui. C'est un rapport qui est classé parce qu'il n'a pas été utilisé devant les tribunaux, que ce soit les tribunaux congolais ou les tribunaux pénaux internationaux. Il aurait fallu utiliser ces rapports pour générer soit une action interne, une action publique, pénale interne, même symbolique. Ou alors, en cas de défaillance de la justice interne, c'est-à-dire de la justice congolaise, saisir les instances internationales, c'est-à-dire saisir la Cour pénale internationale. Parce que, un mot là-dessus, la Cour pénale internationale ne peut être saisie que lorsque il n'y a pas de saisine par les autorités ou les juridictions internes, parce que c'est le principe de l'accessoirité, c'est-à-dire la subsidiarité. Subsidiarité, pourquoi? Parce que la Cour ne se déclenche pas automatiquement compétente. Elle doit être saisie ou elle peut s'auto-saisir. Mais il faut que la justice interne soit défaillante. En revenant sur ce point, le rapport mapping n'a jamais été utilisé. Mais aujourd'hui, nous avons la suite des crimes. Je ne dirai pas de mots sur Kichiché, que tout le monde connaît, mais en revenant que sur Kichiché, c'est-à-dire les crimes les plus récemment commis par le pouvoir rwandais, il faudra ou il va falloir que ce soit la justice interne ou la justice internationale s'auto-saisir ou les saisir pour pouvoir mettre hors de danger, hors d'état de nuire, ce monsieur qui continue les crimes à l'est de la RDC, M. Paul Kagame, qui l'accepte aujourd'hui. Nul doute aujourd'hui que c'est lui qui est le criminel, qui est le monsieur à la base du plan ou politique criminel concerté aujourd'hui à l'est de la RDC. Merci beaucoup, maître. À son temps, le président de l'Assemblée nationale a prononcé un mot dans une plénière face à ces députés, chers collègues, qui étaient les groupes armés. Donc, si je comprends bien, parmi nos députés là, il y a des rebelles qui financent, il y a ces députés là qui financent, et le cas actuel, c'est le cas de Mangachouche. Je ne sais pas si vous avez appris, vous avez déjà suivi le dossier Mangachouche. Votre analyse? De constater qu'au plus haut sommet de l'État résident ou se réfugient des criminels. Ils sont réfugiés au sommet de l'État, réfugiés des actions pénales au plan interne, réfugiés dans une sorte de protection d'impunité parlementaire, en quelque sorte. Mais qu'à cela ne tienne, on avance petit à petit. Aujourd'hui, nous avons un député qui répond de cas de flagrance. Il est poursuivi pour détention d'armes de guerre. Disons-le clairement. Un député n'est pas militaire au sens de la séparation des pouvoirs, au sens de la constitution congolaise aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de détenir l'arsenal militaire, si ce n'est pas pour financer une rébellion. Mais ce cas de flagrance échappe complètement au cas de saisine en cas de faute commise par un parlementaire en temps normal. Les fautes constitutives de crimes ou d'infractions pénales. Or ici, le cas de flagrance échappe complètement à cette procédure normale de levée de l'immunité parlementaire. Donc la Cour a fortement eu raison de dire oui, vous avez levé l'irrécevabilité ou l'exception d'irrécevabilité ou l'exception des compétences de cette Cour parce que c'est un député, mais ça n'est pas une exception parce que tout simplement c'est un cas de flagrance. Et à ce titre-là,
il doit être jugé par la Cour d'autres militaires. Avant d'enlever, c'est quoi ces immunités? On ne doit pas parler d'enlever les immunités. On ne doit pas parler de la procédure normale de lever d'immunité parlementaire. Parce que c'est un cas de flagrance. Lors de la dernière audience, ces avocats ont soulevé ce cas-là. Ben oui. Je vois que c'est ce qui bloque maintenant. Non, mais c'est des droits, c'est des droits. Un avocat, il peut toujours tenter. Okay. Mais la loi fait que la flagrance est différente de l'infraction commise en temps normal, qui relève de la compétence, de la procédure parlementaire. Ce n'est pas le même cas, ce n'est pas la même hypothèse. Cette exception n'est même pas recevable, ne peut même pas être recevable par la Cour, parce que la Cour constitutionnelle, bien sûr, parce que tout simplement, lorsque le député commet des infractions flagrantes, il est traduit comme tout suspect ou délinquant dans le cas de flagrance, en matière de flagrance, tout simplement. Maître, comme on parle de ceux-là de l'Est de la République démocratique du Congo, un pays comme les nôtres qui a plus de 450 généraux, mais qui n'arrivent pas à empêcher les Rwandais d'accéder dans notre pays par de l'infiltration au sein de notre armée. L'infiltration au sein de notre armée. Qui a infiltré ces militaires? Il y a une procédure qui était encouragée de la démobilisation, démilitarisation et réinsertion. Cette procédure qui était qui avait subi l'impulsion de l'action, bien sûr, de la communauté internationale de l'ONU, du Conseil de sécurité, qui a été longuement la base de toutes ces négociations avec les rebelles de tous bords. Aujourd'hui, cette procédure ou cette action d'insertion a fini par démontrer ses failles. Ce sont les mêmes insérés d'hier qui sont devenus, qui reviennent ou qui sont infiltrés ou qui font la désertion. Donc, le président de la République a eu raison de ne pas admettre, et le Parlement d'ailleurs, qui a voté une loi en ce sens-là, de continuer la politique de réinsertion. Sinon, c'est une politique nuisible et suicidaire. Un État ne doit pas insérer les rebelles. Un État se doit de combattre les rebelles, les arrêter, les traduire en justice. S'il y a un rebelle et repentir, il se repentit, ok, d'accord, il y a les voies normales. Il doit suivre la voie normale, c'est-à-dire aller dans la société civile, faire un autre métier, qui est le métier des armes. Parce qu'il a montré sa nocivité quant aux détentions des armes. Maître, à votre niveau d'un juriste de formation, avocat international, qu'est-ce que vous pouvez proposer au gouvernement congolais en ce qui concerne cette guerre de l'Est, cette agression? Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord ne pas négocier. Ça, c'est le premier point. Ne pas négocier. Pardon, maître. Ne pas négocier, pourquoi? Parce qu'il y a des accords, tout dans l'Afrique se passe que par des négociations. Et quand on ne négocie pas, vous savez la suite. Oui. Si les accords prévoient la négociation avec les rebelles, l'État peut revenir. Il y a toujours une réserve à relever, à soulever, à émettre. À un accord international, un État souverain peut émettre une réserve pour des raisons d'État. Tout simplement pour des raisons d'État. Donc, en gros, le gouvernement doit d'abord éviter toute négociation avec les rebelles. De deux, pousser sa justice interne. De poursuivre, dès que possible, dès que sous peu, les suspects arrêtés. Traduire en justice ces suspects-là, les sanctionner et les condamner. Si ce n'est pas possible de le faire au niveau interne, saisir les instances internationales, saisir les juridictions pénales internationales. Parce qu'il faut bien comprendre que le mécanisme d'agression, c'est un mécanisme d'un plan concerté, d'une politique criminelle sur un grand étendue du territoire. On lance une attaque
d'une manière concertée. Mais le moteur, le cerveau qui prépare le plan doit être anéanti, doit être poursuivi, doit être mis hors d'état de nuire. Or, le gouvernement a la possibilité, avec les informations qu'il a, de couper la tête du serpent. Il ne mordira plus personne. Autrement dit, il est temps de saisir les juridictions pénales internationales par une action contre Kagame. Si Kagame est terrorisé par une action pénale internationale lancée par la RDC, soit au plan interne, soit au plan international, il réfléchira encore pendant longtemps pour se déplacer au moment de son déplacement, parce qu'un mandat lancé contre lui, que ce soit par une cour interne ou que ce soit par, en fonction de la compétence, peut-être territoriale, ou en fonction de la compétence internationale, ou en fonction de la compétence interne, vous voyez qu'il y a des chevaux, qu'il y a des niveaux de saisine et d'action pénale à faire. Le suspect Kagame réfléchira plusieurs fois pour continuer de négocier et de voler d'État en État comme il le fait aujourd'hui. Parce qu'il ne saura jamais à quel moment il sera arrêté. Or, au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur la défensive. Nous ne sommes pas sur l'offensive. Le gouvernement doit passer à l'offensive, à l'attaque. Il faut, que ce soit une attaque armée pour mettre hors d'état de nuire sur les incursions d'agression et de rébellion, entre guillemets, qui n'en est pas une, encore une rébellion, mais qui est une agression généralisée. Donc il faut une attaque contre cette armée-là, étrangère sur le sol congolais. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, mais il faut le faire vraiment d'une manière généralisée et sans relâche. De deux, une offensive juridique et judiciaire au plan interne et international. C'est vrai, il y a la diplomatie, c'est vrai, il y a la possibilité de négocier, d'aller de pays ou de ville en ville, ou d'État à l'État ou en État, pour pouvoir aller négocier, mais n'empêche qu'on doit voir, sentir une action judiciaire, une poursuite ou des poursuites, ou une série de poursuites contre le criminel Kagame et sa bande. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. On se demande ce que fait le ministère public, l'action pénale, à ce niveau-là. Si l'action pénale est inopérante au plan interne, mais elle peut coopérer avec les juridictions internationales pour que elles, ayant les moyens de lancer des mandats d'arrêt et solliciter la coopération des États pour pouvoir capturer ces éléments-là et les ramener dans le giron de leurs compétences pour les juger, rien ne se fera, et rien ne se passera. On continuera toujours à pleurer les morts et à les enterrer. Il va falloir tout faire, si ce n'est que ces moyens-là pour les faire. Je ne vais pas, moi, en tant que juriste, recommander au gouvernement d'aller faire le Rwanda. Ça serait agression contre agression, ou défense, ou légitime défense en matière d'agression. Mais c'est compliqué de jouer sur ce terrain-là. Mais on peut néanmoins neutraliser par le biais de l'armée nationale les rebelles qui sont sur le territoire, un plan concerté d'attaque et de court-circuiter les attaques rwandaises. De trois, éviter des négociations de tout bord au plan régional qui nous poussent à négocier avec les rebelles. Ces négociations-là sont nuisibles et inopérantes. Ils ne feront que nous endormir la population qui sera victime demain, victime de qui? De l'agresseur. Parce qu'ils n'ont jamais respecté tous les plans négociés. Ils n'ont jamais un plan de retrait, les plans de cessez-le-feu. Toutes les négociations ont eu lieu et ont échoué. Merci beaucoup, maître. Nous entamons maintenant notre deuxième point. Gouvernement de la République démocratique du Congo. Je commence par une question de curiosité, maître. Maître, de son vivant, avez-vous eu la chance
de voir Étienne Tshisekedi Moulumba? Oui. C'était à l'occasion de voir comme ça. Dans quelles circonstances? J'ai eu à voir le président de l'UDPS à l'époque de son vivant, le leader charismatique, le sphinx de l'Imité, notre père de la démocratie et du combat démocratique. J'ai eu à le voir, à le rencontrer, j'étais encore étudiant. À l'époque, c'était la dictature battait son plein du maréchal Mobutu. Et à cette époque-là, j'avais organisé à l'est de France. C'était en France? Non. J'ai fait la genèse qui m'avait poussé de venir au Congo, aux Zaïre à l'époque, au Congo, pour voir le sphinx de l'Imité. Alors après cette manifestation-là organisée en France, Mobutu venait pour se faire soigner les dents. Et on n'était pas contents. Et nous avons fait une manifestation tout le long des provinces de l'Est de la France, pour pouvoir contester l'arrivée de Mobutu à cette époque-là, qui était jugé indésirable à cette époque-là. Il ne devait pas venir, parce que la Troïka avait signé une rupture avec le gouvernement du maréchal, qui ne devait pas venir et qui ne devait pas se déplacer. Or, ce jour-là, il avait eu une chance, un passage, un accès par le gouvernement de l'époque français, et qu'il avait autorisé d'aller se faire soigner à Nice, se faire soigner les dents. Et nous, on avait profité de manifester notre mécontentement de son arrivée. Et comme par hasard, j'étais à la tête de cette manifestation, qui avait eu un grand succès, parce qu'il fallait l'oser à cette époque-là. Et c'est par la suite que j'ai dû faire le tour, le voyage vers Kinshasa, pour pouvoir rencontrer le sphinx de l'Imité qui m'avait reçu, et qui m'avait accordé une très très belle écoute, une très bonne écoute de mon message, de l'objet de ma visite. On avait échangé sur le fond. Et je me souviendrai toujours d'une phrase célèbre qu'il m'avait dit, que ce pays n'appartient pas plus à Mobutu ni à moi qu'à vous. Vous pouvez reprendre ça? Vous êtes suivi? Alors, après m'avoir écouté pendant pratiquement une trentaine de minutes, on avait échangé sur le combat, sur les aspects de la politique zaïroise à l'époque. Et le leader Étienne Tshisekedi m'a lancé une phrase qui m'a beaucoup interpellé dans ma conscience, en me disant: ce pays n'appartient pas plus à Mobutu ni à moi, Étienne Tshisekedi, qu'à vous. Assez profond. Assez profond. Ça, c'est très 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 profond, maître. Et il ne m'avait pas regardé quand il parlait. Il était en train de noter, comme il en avait l'habitude, je pense c'est son habitude. Et il m'avait donné une réflexion, matière à réfléchir. Et je suis reparti. J'étais accompagné d'un parent, nous avons fait la photo. Et j'étais très content, parce qu'il y avait aussi des ambassadeurs qui attendaient pour passer le voir chez lui. Ça s'est passé chez lui à l'Imité. Et je suis reparti dans mes recherches, dans mes études, très content et très fier d'avoir rencontré à cette époque-là l'opposant historique au dictateur vivant. Merci beaucoup. Alors, Félix Tshisekedi. Je ne connais pas le président Félix en tant que président, mais je l'ai eu, comme tout le monde, à le voir quand il n'était pas encore président de la République, mais qu'il était membre, secrétaire de l'UDPS. Mais vous savez quand même, il déjà et on a eu à échanger, on a eu un bref moment, un bref instant d'échange qui était intéressant. Et il m'avait paru à cette époque-là très posé, très charismatique.
Et ce qui m'avait frappé, c'était sa capacité d'écoute. C'était sa capacité d'écoute et son état d'aborder des questions, même si il les découvrait, mais il avait une capacité à cette époque-là, d'après ce que j'avais vu, d'avoir une curiosité et de s'intéresser aux problèmes congolais dans son ensemble. Le problème congolais, c'est-à-dire la difficulté de stabiliser le pouvoir, la difficulté de vaincre la dictature. Donc vaincre la dictature de cette époque-là, c'était une époque la dernière étape de la fin de la dictature de Kabila. Mais en tout cas, je n'avais pas l'image, je n'avais pas l'idée qu'il sera président de la République. Je ne savais pas qu'il pouvait devenir président de la République. Mais en tout cas, c'était un monsieur formidable qui avait l'aspect très humain. Et il abordait des questions avec fraîcheur. Il n'avait pas l'attitude hautaine de certains hommes que j'ai dû rencontrer, mais en tout cas il avait la capacité d'écoute, de comprendre, de saisir les opportunités qui lui offraient les discussions qui étaient en sa présence. Donc de ce côté-là, je pense que, j'espère qu'il n'a pas changé, mais je ne l'ai pas rencontré en tant que président de la République. Les jours que vous avez suivi que le président Félix Antoine Tshisekedi est confirmé à la Cour constitutionnelle président de la République. Merci pour la question, monsieur le journaliste. Immense fut ma joie. J'étais très content, nourri de beaucoup d'espoir, de voir que l'UDPS enfin arrivait au pouvoir par le biais, pas de n'importe qui, mais de l'enfant du maître. Vous savez, l'enfant du maître apprend ce qui est, le maître n'apprend pas aux autres. Et pour la petite anecdote, je venais de partir du Congo, de la RDC, au moment où il y avait cette attente de la confirmation du président, de la présidence et de l'élection du président de la République. Je pense que ce fut une immense joie et je me suis remémoré un peu tout ce moment que je vous expliquais, que je l'avais vu avec son visage humain et son côté très posé. Et je m'imaginais aussi le moment que le père a été élu à la CNS, à la Conférence nationale souveraine. Je venais aussi d'arriver au Congo, au Zaïre à l'époque, et que j'avais vu le discours qu'il avait fait à cette époque-là, et j'ai balancé les deux moments, et que ce fut pour moi une grande surprise et une grande joie, et une lueur d'espoir s'ouvrait pour le peuple congolais, pour moi, selon ma lecture. Merci beaucoup. J'ai aussi une question de curiosité. Est-ce qu'il est bien entouré, le président de la République? Le président de la République est entouré d'un trop-plein. Ah bon? Un trop-plein d'experts, de conseillers, de ceci, cela, qui font que, à la différence du père Étienne Tshisekedi, qui avait mis son bureau d'ailleurs de recrutement au moment de son passage à la primature, après l'élection à la CNS, au Palais du Peuple. Et il avait mis en place un cabinet très restreint. C'est-à-dire que l'efficacité d'un travail n'est pas par le nombre de gens autour de soi, c'est par la qualité, leur qualité et leur vision de la chose publique et de la politique sur la chose publique. Or, moi je conseillerais, je ne suis pas mieux placé pour conseiller au président de la République, je pense qu'il est assez formé pour vraiment voir cela, que le cabinet doit être restreint. D'abord, le cabinet du président de la République doit être restreint et ça doit être formé d'un noyau dur. Le noyau dur qui porte la vision du président de la République, du chef de l'État, de jour aux nuits,
tout moment, de tout instant, et de mettre en œuvre cette politique-là d'une manière aussi efficace que possible. Là, l'impression que j'ai, excusez-moi de réfléchir en même temps que je vous réponds, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des ballons d'essai qui sont tentés par le président de la République. Ballons d'essai. Des ballons d'essai, c'est-à-dire qu'il y a eu le passage avec le FCC qui n'était pas bon, avec des directeurs du cabinet qui redéfinissaient les rôles, avec des ministres qui faisaient le rôle de gouvernement, avec donc une sorte de ballon d'essai qui ont marqué le début de la législature, de la magistrature, de son quinquennat. Okay. Et là, il y a une reprise en main du quinquennat, une reprise en main de ce noyau dur, une reprise en main de cette restructuration de son cabinet du président de la République, avec toujours beaucoup d'experts, beaucoup de têtes pensantes, beaucoup de gens très bien formés, mais qui font un grand nombre. Et selon moi, on devrait dégraisser le mammouth. On devrait dégraisser le volume de tous ces experts qui tournent autour du cabinet de la présidence, tout simplement pour que ça soit efficace. L'efficacité du travail n'est pas par le nombre de gens qui travaillent, mais c'est par la qualité des gens qui portent l'action présidentielle, dans leur cœur et dans leur tête. Ok, merci maître. Et aussi, une autre question. Si tu étais son conseiller politique, est-ce que c'était vraiment opportun de remanier le gouvernement Samadou? Dans moins de 6 mois, des électeurs, des nouvelles élections, bien entendu, de 2023. Le remaniement peut être une bonne chose, pouvait être une bonne chose, si c'était un remaniement efficace, qui y allait dans le sens de ce que je venais d'expliquer pour le président de la République. Il faut que ça soit aussi pour le gouvernement. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que selon ce système, selon cette constitution que nous avons aujourd'hui, le président de la République n'est pas responsable de sa politique devant le Parlement. C'est le gouvernement qui est responsable de la politique qui lui est assignée par le président de la République, responsable devant le Parlement. Or, le fait qu'il y ait autant de gens qui ne regardent que le président de la République crée une sorte de pesanteur sur la tête du président de la République qui devient responsable de toute action gouvernementale. Donc, en un mot, il aurait fallu centrer la politique, la vision de la politique du président de la République sur la tête de Samalou Kondé, qui est le Premier ministre. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, lorsque j'entends dans les rues de Kinshasa, de la capitale, lorsqu'on parle de la hausse du dollar. Mais le nom qui vient, ce n'est pas le nom de Samalou Kondé, c'est le nom de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que, autrement dit, la population oublie que le responsable de la politique économique qui lui a été assigné par le président de la République, c'est le Premier ministre. Or, il aurait fallu que lui, le Premier ministre, soit mis en avant avec son ministre de l'économie pour que le gouvernement, le peuple, puisse comprendre que le responsable de cette politique, ce n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre. Ça pouvait passer par les interpellations à l'Assemblée, parce que l'Assemblée pouvait convoquer, l'Assemblée pouvait démontrer l'inefficacité de cette politique à tout moment, en interrogeant le ministre de l'économie, des questions orales, par des études, par des examens, par des missions parlementaires, et aussi en mettant en doute ou de mettre à l'épreuve le gouvernement, c'est-à-dire Samalou Kondé. Pourquoi ne pas poser des motions? Les motions, c'est vrai, ça tente. Il y a eu des motions peut-être qui sont tentées à l'égard des ministres, mais jamais à l'égard du Premier ministre et dans son ensemble, dans son équipe. Le remaniement pouvait être une très bonne chose s'il resserrait enfin le cabinet du Premier ministre et lui assignait des missions précises
clair pour la population pour dire que c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement et non pas le président de la République, selon cette Constitution. Selon cette Constitution, nous voyons la présence de certaines nouvelles figures, pas aussi les moindres. Par exemple, Vital Kamerhe a une solution pour relever les défis sur le plan économique dans notre pays. Est-ce que vous connaissez les messieurs? Je ne le connais pas personnellement, je l'ai suivi comme tout le monde. Ce que je devrais dire, c'est-à-dire que le miracle congolais est possible. Si le Congolais lui-même, le peuple congolais lui-même, se le crée, se donne pour rêve le miracle. C'est-à-dire son implication dans tout ce qui peut être initiative économique, dans tout ce qui peut être effort économique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde regarde le gouvernement, tout le monde a les yeux tournés, rivés vers la présidence de la République. Or, il y a pas mal à faire. Vital Kamerhe n'a pas une baguette magique. Il ne peut s'appuyer que sur les leviers économiques existants. Il y a des actions qui peuvent être faites. Je donne un exemple. Lancer par exemple la politique des grands travaux. J'aurais souhaité parler de ces grands travaux-là qui ont fait leur scandale à son temps, dans son temps. Mais ça aurait été les grands travaux lancés comme l'économiste Keynes disait, à long terme nous serons tous morts. C'est-à-dire qu'une politique de résorber le chômage et de souffler la mentalité de travail, de résorber la masse de main-d'œuvre qui traîne partout grâce à la politique des grands travaux. C'est par là qu'on peut créer le miracle. Un gros chantier, gros ouvrage qui peut embaucher pas mal et qui est dans un ballon d'essai, comme je le disais tout à l'heure, ça aurait été intéressant de voir qu'au bout de 2 ans, une année, on a résorbé autant de masse de la main-d'œuvre qui chôme dans Kinshasa, dans cet ouvrage-là. Ce n'est pas en apportant à manger que les gens vont créer de la richesse. C'est en apportant du travail aux gens que les gens créeront de la richesse. Comment on crée de la richesse? C'est parce qu'il y a circulation de biens et services. On peut acheter quand on a les moyens. On peut vendre quand on a acheté. Or, la politique aujourd'hui de dire qu'il y aura une baguette magique par le ministre de l'économie dans le peu de temps qui nous reste, je pense que ce serait créer un rêve chimérique. Mais je ne pense pas que ça sera un élan. Voyons voir, peut-être qu'il en a une baguette magique, mais je pense que l'État est court. Il ne faut pas lui assigner un objectif aussi lourd en un temps réduit qui reste pour la fin du quinquennat, dans 6 mois. J'ai appris, comme tout le monde, qu'il y a une délégation chapeautée par lui-même Vital Kamerhe de plus de 9 ministres nationaux en mission dans 2 pays d'Afrique, en Afrique du Sud aussi en Zambie, pour aller négocier la farine. Pour votre information, en Lubumbashi, c'est déjà 100 000 francs congolais. Et est-ce qu'il faut faire ça? Qu'est-ce qui nous manque dans notre pays? On n'a pas de terrain arable. C'est quoi? C'est la volonté. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? Selon moi, il aurait fallu créer Bukangalonzo 2. Non, pas créer Bukangalonzo 2, mais utiliser le même mécanisme. Aujourd'hui, utilisé en colmatant Bukangalonzo, qui a été une hémorragie d'argent, de biens d'argent de l'État, en créant une sorte d'élan numéro 2 pour pouvoir faire travailler encore beaucoup plus les chômeurs, les koulouna, les gens qui traînent, la main d'œuvre non servie qui traîne. Au lieu d'aller acheter, il faut créer des emplois sur place.
minoterie, et continuer la politique de la culture du maïs. Ok. C'est vrai, ça va paraître long d'aller cultiver pour attendre, mais si vous prenez le temps pour ceux qui savent comment le maïs évolue, je ne suis pas je suis pas agronome, hein, mais j'observe tout simplement que Dieu a béni la RDC avec la pluie qui tombe tout le long de l'année et que le maïs peut être récolté 2 fois par an. Ok, exactement. Mais si le maïs peut être récolté 2 fois par an, ben, il peut être planté tout le temps, Ok. par beaucoup. On peut réduire la faim par utiliser la main-d'œuvre qui est là, donner l'impulsion dans la tête des gens qu'il va falloir aller cultiver le maïs. Ok. Donner même, je n'ose pas dire certaines choses qui paraîtront démagogiques, mais si on créait une prime d'encouragement aux chômeurs qui vont, aux bénévoles chômeurs qui vont aller par eux-mêmes demander à cultiver. Je m'embauche comme on demande à l'armée de venir. Ok. On demande maintenant aux ouvrages publics, c'est-à-dire on a créé des fermes, on a créé des champs à cultiver, des endroits cultivables du maïs par an, parce que le maïs peut être récolté 2 fois par an. Celui qui le fait a une prime. Venez, il y a une prime. Je pense que tout le monde qui traîne ici, c'est réparti au champ. L'espace est là. Ok. La main-d'œuvre est là. L'argent est là, l'argent est là. Donc ce qui manque, c'est le noyau dur que je disais tout à l'heure, une politique d'incitation de la main-d'œuvre au travail. Une prime à l'emploi, au travail. Faisons l'inverse. L'argent qui est donné pour aller chercher du maïs ailleurs, si c'était l'argent financé pour cultiver le maïs, je pense qu'on aurait réduit au moins la faim pour une région. Au moins. Aussi, je parlais des grandes figures. Au ministère de l'Intérieur aussi, Peter Kazadi, maître, votre confrère, comment vous connaissez Peter Kazadi? Je ne le connais pas personnellement, mais je le connais en tant que responsable de l'UDPS. Ok. Et j'apprécie beaucoup ses actions. Là, je ne peux que profiter de votre caméra pour lui demander de réduire l'insécurité. Exactement. Réduire l'insécurité, c'est d'abord poser la question. Comment réduire l'insécurité si on ne peut pas contrôler, imposer la sécurité? Autrement dit, le ministre de l'Intérieur se doit de contrôler pour poser la sécurité. Okay. Aujourd'hui, personne n'a aucune pièce d'identité. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas de pièces d'identité. J'entends qu'il va y avoir des pièces d'identité. Mais il va falloir multiplier les contrôles. On ne peut pas vivre dans un État qui ignore les citoyens. L'État ne connaît pas ses citoyens. Prenons la ville de Kinshasa. Personne n'est capable de nous dire qui habite Kinshasa et qui ne l'habite pas. Donc on compte sur lui d'identifier les citoyens habitants, contrôler les citoyens délinquants. C'est 2 missions très capitales pour la sécurité. Okay. Si on arrive à connaître les citoyens, on arrivera à rechercher les délinquants citoyens. Merci. Jean-Pierre, même à la Défense, je pense vous avez l'idée sur les messieurs? Je pense que j'ai pas eu le contact direct avec M. Jean-Pierre Bemba, qui est un très beau ministre. J'ai passé par là où il était en détention, mais je ne l'avais jamais rencontré. Okay. Et je ne pouvais pas le rencontrer. Mais en apprenant qu'il prend la défense, j'apprécie. J'apprécie et encore une fois, j'attends qu'il nous crée une politique de défense nationale généralisée dans l'Est de la RDC. Maître, pardon, vous allez continuer. Il y a ce qui c'est... Bon, les informations de la rue, bien entendu. Les gens parlent de
le président ne pouvait pas nommer Jean-Pierre Bemba. Il a un problème de la, vous appelez ça, la subordination des témoins. C'est quoi la subordination des témoins? Subordination des témoins, c'est-à-dire qu'on a créé un témoin et on l'a présenté à la cour, enfin chez le juge. Donc, c'est-à-dire si ce n'est pas un vrai témoin, c'est un monsieur qui a porté l'habit de témoin. Et ça a un problème à la nomination? J'y arrive. Ok. Donc, ça a été condamné par la cour. Et non, ça a été poursuivi par la cour. Et en appel, il y a eu la suite de la décision qui lui a été favorable et il a essayé de demander les réparations pour l'autre procès, parce que ça c'est un autre procès. Donc la cour a dit dans le premier procès qu'il ne pouvait pas obtenir les réparations, enfin les dommages et intérêts qu'il avait sollicités. Mais subordination des témoins, il avait été condamné et avec les autres qui l'accompagnaient dans ce procès. Mais c'est un procès international qui n'a rien à voir avec la nomination en tant que ministre de la Défense nationale. Donc il peut être ministre de la Défense nationale, c'est une bonne chose. Il a eu l'expérience qui est la sienne dans le domaine des conflits armés. Et cette expérience peut lui servir et servir la nation. Si cette expérience peut donner la solution à l'Est, ça ne peut être qu'une bonne chose pour nos compatriotes qui souffrent et qui pleurent leur mort, nos morts de l'Est. Donc j'espère qu'il va créer une politique générale de défense nationale et implanter l'armée vraiment, réellement, d'une manière permanente dans le Massissi, en Ituri, dans tous les coins et recoins de la RDC où les attaques sont récurrentes des Rwandais et aussi des autres rebelles. Merci maître. Je vais parler, vous allez aussi analyser ensemble avec moi de Antipas Sambousa Nyamwisi, ministre de l'intégration régionale. Pourquoi chaque fois, ça c'est un constat, même à l'époque avec Joseph Kabila, il assumait toujours cette fonction-là? Je pense que c'est une nomination politique. C'est une nomination qui n'a pas beaucoup d'impact en ce moment parce que ne peut parler d'intégration que s'il y a la paix et la sécurité. Peut-être qu'il y aura la paix et la sécurité. Et dans ce cas-là, on parlera de l'intégration. Mais je ne vois pas comment il pourra intégrer les gens qui ne sont pas en paix ou qui sont en pleine forêt en train de courir, fuir les rébellions, enfin, ou les attaques des armées étrangères. Donc il va falloir d'abord miser sur la paix et la sécurité de ces gens-là et parler d'intégrer. Je crois que l'intégration porte à confusion, prête à confusion avec la réinsertion des rebelles. Donc moi je parlerais plutôt des discussions, mais en tout cas il faut éviter ce terme intégrer, parce qu'intégrer, on croirait qu'il intègre les rebelles qui sont de l'autre côté du M23 ou des autres. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Donc parlons peut-être de la paix, la sécurité et peut-être de la cohésion. On pouvait dire ministre de la cohésion nationale, tout simplement. Merci beaucoup. Et pour terminer avec des figures, elle n'est pas une nouvelle figure, c'est une ancienne. Je parle de Madame Rose Momo, ministre de la Justice. Est-ce que comment vous connaissez la dame? Et depuis qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas encore fait au niveau de ses grands ministères aussi? Je pense qu'elle est compétente. Et d'ailleurs, j'apprécie que ce soit une dame qui est sur ce poste. Et je compte sur elle de faire ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui. C'est de générer les actions pénales pesées sur assez que le ministère public ou les magistrats qui sont sous sa houlette puissent devenir efficaces et rapides. Je compte sur elle. Vous voyez que je fais une incantation. Je compte sur elle pour que notre action pénale publique interne se réveille. Ne s'endorme pas. Se réveille surtout à l'Est.
qu'on ne laisse pas la justice militaire s'occuper des criminels. Aujourd'hui, on le voit, on le vit, c'est que la cour d'ordre militaire qui est très très présente, alors qu'il y a une justice ordinaire, normale. Donc je compte sur elle pour qu'elle puisse réveiller l'action pénale normale d'une manière rapide et efficace, pour que le Congolais puisse se sentir dans un état de droit. Dans un état de droit, on préserve les droits bafoués. Et ici, nous avons des morts, des blessés, des déplacés, des réfugiés, et nous ne voyons pas une action de grande envergure de l'État ou du ministère de la Justice dans ces coins-là. Que fait le procureur dans ces coins? On compte sur elle. Ok. Et vous-même suivi. Maître, il nous reste 5 mois pour les quinquennats du président de la République. Si tu étais son conseiller, qu'est-ce qu'il pouvait faire dans 5 ans? D'abord. C'est-à-dire... Dans 5 mois, Dans 5 mois 5 mois, exactement, pas 5 ans, mais 5 mois. 5 mois, c'est très peu. C'est très peu, compte tenu de la lenteur administrative ici, dans ce pays. Compte tenu de la lourdeur de la machine administrative congolaise, 5 mois, c'est très peu. 5 mois, c'est comme un jour. Okay. Parce que la machine ne se réveille pas très tôt, ici au Congo. Il devrait donner un fouet, c'est-à-dire il devait fouetter son action, pour que, comme on fouette un cheval, pour que le cheval accélère. Il faut qu'il appuie le levier de l'état de droit. Ça peut se faire en 5 mois. Ok. Appuyer le levier de l'état de droit, c'est-à-dire ramasser les autres criminels qui traînent. Il y en a beaucoup qui traînent encore. Montrer l'exemplarité. Parce que le peuple attend l'exemplarité. Il faut un coup de publicité, si vous voulez, un coup d'exemplarité, en un mot. Un coup d'exemplarité, de faire un symbole, l'état de droit, par une justice rapide. Donc accélérer sur les actions judiciaires, de ce qui existe, de ce qu'on a pu discuter. Ok, on ne reviendra pas là-dessus. Deuxième élément, c'est au plan économique. Mais lancer une œuvre d'une grande envergure, c'est-à-dire tenter de résorber, comme je disais tout à l'heure, ça peut se faire en peu de mois. Ça peut se faire en peu de mois parce que, je répète encore, Keynes qui disait à long terme nous serons tous morts, c'est-à-dire une politique à court terme. Lancer l'ouvrage qui résorbe quelques main-d'œuvre qui traînent. On peut choisir une région standard, une région pilote. Nous créons cet ouvrage dans cette région, on absorbe le peu d'emplois qu'on va créer, et c'est-à-dire on absorbe la main-d'œuvre qui chôme, et on en montre l'exemple que dans 5 ans qui arrivent, nous allons faire dans notre région pareil. C'est-à-dire région pilote. On a le projet de 145 jours. 145 territoires. Excusez-moi, c'est bien, merci beaucoup monsieur le journaliste. 145 territoires. Mais il faut toucher sur un territoire. Pilote. En créant une impulsion, une dynamique de résorber la main-d'œuvre qui traîne, qui chôme. Et ça sera l'exemple de démontrer, voilà, nous avons par exemple, au bout de 5 mois, résorbé autant sur une région. Et cette région, nous vous montrons l'exemple pour les 5 années à venir. Notre bataille, c'est la faim et le travail. On ne peut pas manger si on ne travaille pas. Et on travaille pour manger. Merci beaucoup. Nous sommes sur terrain. On voit d'autres candidats présidents de la République. Si vous allez me permettre de citer quelques-uns. Matata Pognon, candidat président de la République, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Adolphe Mozit, que j'ai suivi hier d'ailleurs sur la France. Il parle bien sûr qu'on nous tendons petit à petit vers un glissement. Ça n'engage que lui qui a prononcé ces propos-là, et Félix Tshisekedi. Comment vous trouvez ça? Est-ce qu'il a encore de la chance? Il a beaucoup de chance. Il a de la chance. Il en a beaucoup. Il a plein de la chance entre ses mains. Ah bon? Mais il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Nous sommes dans une constitution
Et d'ailleurs, parmi les candidats que vous venez de me citer, il y a les gens qui ont été auteurs, qui ont validé le scrutin majoritaire à un tour. Aujourd'hui, l'élection présidentielle n'est pas à 2 tours, c'est à 1 tour. Mais à moins de mentir à la population, vous avez 2 camps. Le camp du président sortant, qui est candidat déjà, et le camp de plusieurs candidats. C'est tout simple. Vous faites la division. C'est clair. Et aussi, moi, je cherche un candidat commun, comme d'habitude, de l'opposition. Mais il faut tout simplement se dire que nous sommes dans un scrutin majoritaire à 1 tour. S'ils ont tous un seul candidat, c'est bien. Ça reste que 5 mois, il faut qu'ils le montrent. Il parle de Katoum. Mais c'est bien. Déjà, si c'est... Il faut, ça c'est une proposition. Okay. Est-ce qu'il est déjà désigné? Est-ce qu'il n'a pas d'autres candidats à ses côtés? Ça c'est la bonne question. Même dans la société, parmi la société civile. Parce que pour votre information, il est déjà ici. Ils vont marcher les 13. Ça c'est une marche. Hein. C'est une marche de bonne santé. Ils disent qu'ils s'organisent petit à petit. C'est un ballon d'essai. Hein. C'est un ballon d'essai. Je vous donne un exemple. En 69, enfin, je ne vais pas aller en France parce qu'il ne faut pas comparer l'incomparable, mais face à un candidat qui démontre déjà une majorité derrière lui, parce que oui, il y a une majorité de la population qu'on voit qui peut suivre le président de la République candidat. Et face, à côté de l'opposition qui se cherche un candidat, il n'y a pas photo. Le calcul est très simple. S'il y a 2 candidats, ils sont perdants. Dans leur camp. S'il y a seulement 2 candidats, ils sont perdants. S'il y en a plusieurs, alors là, c'est vraiment des perdants. Mais parce que mathématiquement, c'est impossible. Mais vous avez 2 camps. Un camp qui peut avoir 50% et un autre camp qui peut avoir 50%, si on divise par 2. Mais s'ils sont 2, ça fait 25-25. Parce que c'est un scrutin à un seul tour. Et deuxième chose, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ils ont battu, ils ont fait le boucan autour de cette fameuse projet de loi qu'on a discuté. Et aujourd'hui, ils parlent du glissement. Mais c'est sans prêter oreille à ce qui se dit dans le cas présidentiel. Il n'y a pas de glissement. Ou peut-être c'est un rêve, ou peut-être c'est un discours trompeur pour pouvoir flouer la population. Il n'y a pas de glissement. Parce que si glissement il y avait, ça se serait vu depuis le début de l'année. Et à quoi bon il y a eu tous ces enrôlements? À quoi bon il y a eu tous ces enregistrements? Non, il y a élection. Le seul élément qui peut pousser à ce qu'il n'y ait pas élection, c'est la guerre. Okay. Mais il y aura élection. Il y a aussi les territoires qui ne sont pas encore enrôlés. Enrôlés, mais il y a eu élection dans le temps sans territoire. La répartition des sièges va poser problème. Mais oui, mais il y aura une promesse d'élection, comme ça a été l'autre fois. C'est devenu maintenant la tradition au Congo. On n'a toujours pas fait les élections partout au Congo. Et d'ailleurs, en revenant sur les fameux cortèges de ces candidats, ils ne sont pas sains, tous. Ils ont été plus ou moins tous auteurs ou co-auteurs ou participants au système, au naufrage que nous vivons aujourd'hui. C'est pas Matata Pognon à qui on va rappeler Boukangalonzo. L'argent, il est où? Le 280 millions, pour ne parler que de ce projet-là. Vous vous imaginez combien d'emplois? Vous vous imaginez combien de régions on allait sauver avec cet argent? Il n'y a qu'au Congo où on doit voir ça. Il devient candidat de la République. Moi, je l'ai suivi, il disait, c'est l'acharnement. Et qui s'acharne? Pourquoi? Pour obtenir quoi? Ah oui, peut-être pour obtenir les 280 millions de dollars. Là, on peut faire l'acharnement. Le peuple peut s'acharner. Ça, c'est bien. Mais au fond, revenons vers les autres candidats. C'est pas Mozito qui va nous dire que lui, il a un projet de société différent de celui qu'il avait mené.
Matata a un projet de société différent de celui qu'il avait mené aussi. Et encore, Katumbi. Alors là, c'est quand même une catastrophe. Mais on vous dit que c'est le seul qui fait peur. C'est mieux d'avoir peur. Je pense que face à un monstre, on ne peut qu'avoir peur. Qui peut affronter un criminel économique sans en avoir peur? Il y a ces choses-là que vous êtes spécialiste dans les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qu'il est capable de faire quand même. Donc il n'est pas sain. Il n'est pas sain. Il a été à l'ouvrage. Il a mettre la main à la pâte. Quand il a mis sa main à la pâte dans ce système, dans ce naufrage que nous vivons, on a vu comment il pouvait être nocif dans sa région ou sa province. À l'époque, où il a fait des choses qui ne sont pas recommandables. Mais que peut-il faire devant 145 territoires ou au milieu des 145 territoires? Si au sein d'un seul territoire, il est capable de faire ce qu'il a fait, encore beaucoup plus dangereux de le laisser agir dans les 145 territoires. Non, je ne pense pas que ce soit un bon candidat pour le peuple. Non, pas vraiment. Ok, merci, j'étais encore très content de vous recevoir. Merci, vous pouvez conclure l'émission, tout ce que nous avons parlé aujourd'hui en quelques minutes. Encore une fois, je pense que le peuple congolais mérite mieux de continuer sur l'élan qui est créé aujourd'hui par la dynamique présidentielle, de continuer sur le projet actuel et dans ces aspirations toutes récentes. Je remercie beaucoup Mukulu TV de nous avoir permis de parler, de discuter d'une manière aussi simpliste. Nous nous excuserons si nous n'avons pas abordé toutes les questions, mais en tout cas, nous sommes à votre disposition et nous reviendrons dès que nécessaire. Encore, bonjour à tous et merci et bon week-end. Merci, le plaisir c'était pour nous, la chaîne Mukulu Télévision, bien sûr, de recevoir encore Maître Mayombo dans cette émission La Politique d'avant. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin et je vous demande de vous abonner, de partager cette émission. Vous avez suivi la matière. Vous êtes aujourd'hui que l'émission est pédagogique. Merci à tout le monde et surtout les frères et sœurs de la chaîne Mukulu Télévision. Je ne peux pas seul. De l'autre côté, j'étais servi par Juplis Kabea. Je ne peux pas encore oublier mon ami, mon frère Rubin Kachile qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire, tonton Rubin. Maman Pasteur Solange Mbikaï, joyeux anniversaire, maman. J'ai lu votre audio. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bon week-end chez vous. Nous sommes toujours ensemble.